sujet de l'émission d'aujourd'hui est en rapport avec deux domaines de votre programme du BIA, l'étude des aéronefs, le domaine 3, et la navigation, réglementation et sécurité des vols, le domaine 4. En effet, nous allons y retrouver un instrument de bord, l'altimètre, que vous connaissez déjà. Nous vous engageons à revoir l'émission sur les instruments de vol si vous ne l'avez déjà fait. Mais nous allons voir en quoi cet instrument de vol contribue donc en tant qu'aide importante à la navigation et donc contribue à la sécurité des vols d'un aéronef. Alors nous commencerons par un bref rappel historique de l'introduction de l'altimètre dans l'aviation au début du XXe siècle. Nous définirons ensuite et nous distinguerons deux notions importantes à ne pas confondre qui sont l'altitude et la hauteur. Nous verrons comment on peut passer d'une pression donc à une altitude ou à une hauteur en utilisant cet instrument. Ensuite, nous verrons comment le régler, c'est ce qu'on appelle son calage en fonction donc de la situation de vol que nous allons envisager. Et donc nous aborderons trois types de calage, le calage au QFE, le calage au QNH, puis le calage en niveau de vol, Flight Level FL. Et nous envisagerons rapidement aussi les notions d'altitude de transition, de niveau de transition. Nous continuerons comme d'habitude par un petit need to know et quelques questions d'examen. Faisons d'abord un saut de près de 120 ans en arrière, dans le passé. L'image que vous avez à l'écran est celle d'un baromètre tel qu'on en trouvait couramment au début du XXe siècle, précisément un baromètre anéroïde basé sur le principe de la capsule de Vidy. Vidy était un physicien donc de la fin du XIXe siècle qui a inventé ce système fantastique de mesure de la pression atmosphérique. Vous y voyez une graduation dans une unité et qui était connue à l'époque depuis bien longtemps. D'après les baromètres à mercure, et donc ici en fait nous avons une correspondance en centimètres de mercure. Et puis nous voyons qu'à cette époque, eh bien, le baromètre était surtout utilisé dans la vie courante pour quelque part faire un petit peu un suivi de la météo heure après heure avec quelques prévisions possibles de beau temps par haute pression au-dessus de 76 cm de mercure et de mauvais temps probable en dessous de 76 cm. Très bien, oui, mais survient la Première Guerre mondiale. Et les aviateurs ont besoin très vite de se situer dans la troisième dimension. Et donc l'idée est simple, basée sur le même principe, on va embarquer un baromètre à bord de l'avion, mais on va le munir d'une autre graduation. En effet, on sait depuis Blaise Pascal que la pression diminue avec l'altitude. Et la correspondance mathématique enfin, des deux échelles est quasiment maîtrisée au début du XXe siècle. Donc l'idée est simple, on va munir un baromètre donc d'une deuxième graduation qui indiquera au pilote à quelle altitude il se situe. Et donc par simple lecture et déplacement de l'aiguille, comme sur le baromètre de gauche, eh bien, le pilote pourra estimer assez précisément son altitude ou sa hauteur, comme nous allons voir. Alors ici à l'écran, vous voyez le cockpit en haut d'un voisin 10, qui était un bombardier de la Première Guerre mondiale, et vous voyez que déjà il y a une instrumentation de bord assez importante, dans laquelle on distingue l'altimètre donc, que vous avez dans la représentation à droite. Et puis un avion de chasse donc utilisé par l'aviation française, le Nieuport 11, qui était équipé lui aussi de ce type d'instrument. Faisons maintenant une distinction entre la notion d'altitude et de hauteur, termes qui sont souvent confondus. En effet, se situer dans la troisième dimension suppose mesurer une distance verticale, et donc il faut la mesurer à partir d'un certain niveau de référence. Et du choix de ce niveau de référence va donc dépendre le résultat de la mesure. Alors l'altitude est la distance verticale
mesurée au-dessus du niveau moyen de la mer. Alors, dans l'aviation moderne, on parle de AMSL, Above Mean Sea Level, c'est donc une référence donc, qui prend le niveau moyen des mers pour l'altitude 0. Une hauteur, la hauteur répond à la définition commune que nous avons sans doute en tête. On parle de hauteur d'un édifice, hauteur d'une tour, hauteur d'une montagne, mais c'est une erreur. Hein. En fait, on devrait dire altitude d'une montagne. En fait, quelle est la référence pour la mesure d'une hauteur? Eh bien, c'est celle du sol. Et on emploie ici donc l'acronyme ASFC ou AGL pour Above Surface, hein, ou AGL, Above Ground Level, donc à partir donc en comptant à partir de la surface du sol de référence. Alors le schéma illustre un petit peu la différence entre ces deux notions. Si on l'examine de gauche à droite, nous avons au point A un sommet à une certaine altitude. Alors comme vous savez, les altitudes et les hauteurs d'ailleurs aussi se mesurent en aéronautique en pieds. Donc ici un sommet de 2500 pieds, ce qui signifie qu'il est à 2500 pieds au-dessus du niveau de la mer. C'est d'ailleurs la référence qui est inscrite dans une carte aéronautique. Ensuite, le point B, qui serait le seuil de piste d'un aérodrome, dont les pistes seraient donc à 1200 pieds d'altitude. Et puis en C, un avion qui vole un petit peu au-dessus de cet aérodrome, à 400 pieds. À 400 pieds au-dessus, donc il y a une hauteur de 400 pieds au-dessus des pistes de l'aérodrome B. Et donc l'avion C se trouve à une altitude, de fait, de 1200 plus 400, de 1600 pieds. Le point D représente un avion bien plus élevé, volant à 3000 pieds d'altitude. Et le point E, ici, représente un pylône. Alors, il n'y a pas de notion d'échelle très respectée sur ce schéma, vous l'aurez constaté. Ce pylône donc, a une hauteur donc, par rapport à la base sur laquelle il est implanté de 100 pieds, c'est-à-dire environ de 30 mètres. Hein. Et l'altitude du sommet de ce pylône est de 300 pieds. Très bien. Alors, vous voyez les informations qui sont inscrites ici en dessous de la lettre E, nous allons retrouver ça sur les cartes aéronautiques, c'est-à-dire la double mention en premier et au-dessus de l'altitude de l'édifice ou du sommet considéré, enfin, du pylône, ça peut être une éolienne ou tout autre objet donc assez élevé, à prendre en compte pour la navigation, bien sûr, à éviter. Et puis en dessous, entre parenthèses, sa hauteur, c'est-à-dire donc la mesure de sa distance verticale à partir du sol. Et bien, pour illustrer ce que nous venons de dire, voici à l'écran un extrait d'une région sur une carte donc aéronautique. Il n'est pas question de décrire tout ce que nous voyons, mais de se concentrer sur cette notion de hauteur ou d'altitude. Alors, commençons par ce point côté 4162. Clairement, il s'agit du sommet d'une montagne, 4162 pieds. C'est une altitude, hein, pas de mention entre parenthèses en dessous, bien entendu. On n'évalue pas le sommet d'une montagne par rapport à sa base. D'ailleurs, où serait-elle? Bien, ça n'a pas de sens. Voici un édifice assez élevé, probablement un pylône. Et vous voyez qu'il y a deux mention numérique, 2925 pieds, eh bien c'est l'altitude du sommet de cet édifice. 343, c'est sa hauteur en pieds, toujours. Vous voyez que c'est un édifice assez élevé, hein, de l'ordre d'une centaine de mètres de hauteur. Continuons par un autre exemple hein, qui est assez courant maintenant donc, et qu'on trouve donc, sur les cartes aéronautiques, parce qu'il en existe beaucoup maintenant qui sont implantés dans la nature, donc c'est le symbole de l'éolienne. Alors comme pour l'édifice précédent, le sommet de l'éolienne, enfin, c'est-à-dire le point le plus élevé où les pales de cette éolienne donc, circulent, se situe à une altitude de 3038 pieds et sa hauteur est de 380 pieds.
Mais nous trouvons sur les cartes aéronautiques d'autres mentions importantes liées aux espaces aériens. Alors, il y aura toute une émission dans notre chaîne sur les espaces aériens et puis toutes les notions de contrôle et de services qui y sont rendus, mais le pilote doit les prendre en compte de façon impérative. Ici, nous avons une zone particulière, une ASBA, où, dans le réseau basse altitude, où des avions militaires sont susceptibles donc de circuler, de voler. Et les mentions ici, vous voyez, vous retrouvez l'acronyme ASFC, et donc ce couloir ici, dans lequel peuvent circuler les avions militaires, et bien donc a un plancher à 800 pieds et un plafond à 4200 pieds. Penchons-nous maintenant sur la façon dont a été établie la relation entre une pression et une altitude ou une hauteur. Alors, il serait souhaitable que vous ayez quelques notions sur ce qu'on appelle l'atmosphère standard, qui a fait l'objet d'une émission donc sur Canal BIA. Donc, nous vous conseillons éventuellement de la revoir si vous ne l'avez déjà vue. Alors, quel est le problème? Eh bien, notre baromètre, comme nous l'avons vu, nous fournit une indication de pression par lecture d'une aiguille. Alors, actuellement, et depuis fort longtemps tout de même, on a remplacé, enfin en tout cas en France et dans beaucoup de pays, la mesure en centimètres de mercure par l'hectopascal. Et donc l'échelle que vous voyez, l'échelle supérieure ici, d'accord, est une échelle de pression en hectopascal. Vous y trouvez ici le repère 1013 qui est la pression dite standard dans le modèle de l'atmosphère standard. Très bien. Comment établir une correspondance entre cette échelle et une échelle de distance verticale, que ce soit une altitude ou une hauteur, comme nous verrons après? Eh bien, le procédé est basé et a été fondé quasiment depuis les débuts de l'aviation sur ce que l'on appelle le gradient de pression en atmosphère standard. Vous savez que lorsque on s'élève de 28 pieds verticalement donc dans l'atmosphère, eh bien la pression diminue d'1 hectopascal. Bon. Eh bien, on comprend bien qu'on va se baser sur cette correspondance pour fabriquer une graduation de hauteur. De quelle façon? Eh bien, on va mettre en correspondance donc deux points, on va choisir deux points, on va les mettre en correspondance. Et ici, on va faire donc un petit calcul. Ici, en l'occurrence, ici, c'est pas très sorcier. Donc, la différence entre les deux points en rouge sur l'échelle du haut donc, de 43 hectopascal. 970 et 43, ça fait 1013. Et nous voulons que cette graduation tombe quelque part sur une graduation proche d'une centaine de pieds. Bien, il se trouve que après quelques petits essais, il est facile de voir que si on applique cette règle, donc 43 hectopascal, c'est-à-dire que ça va donner donc une différence de distance verticale de 43 fois 28 en pieds, c'est 1200 pieds. Donc 1013 correspond à 0 dans cette correspondance-là, et 970 environ à 1200. Il ne reste plus qu'à graduer ma deuxième échelle en pieds, la graduer régulièrement, puisque cette correspondance est une correspondance de proportionnalité en fait. Voilà. Oui, mais nous savons bien que au jour J, l'atmosphère dans laquelle l'aéronef va voler n'est pas nécessairement calquée sur l'atmosphère standard. Il se peut très bien que à l'altitude 0, près du niveau de la mer, la pression soit très différente de 2013, d'accord? Supérieure ou inférieure. Et donc nécessairement, il va falloir, en fonction de la pression du moment, il va falloir faire un décalage de ces échelles, c'est-à-dire qu'il va falloir forcer les rendre mobiles l'une par rapport à l'autre. C'est ce qu'ont compris tout de suite les premiers concepteurs des altimètres. Et d'ailleurs, sur le premier, vous avez vu sur la première diapositive, l'altimètre nodé, on a un bouton de réglage qui permet de faire bouger donc l'échelle de pression. Alors on peut faire bouger l'échelle de pression par rapport à l'échelle de distance verticale, de hauteur, ou l'inverse. En fait, on a choisi de faire bouger sur les altimètres l'échelle de pression.
Alors voici à l'écran un altimètre moderne, un altimètre analogique, classique. Sachez qu'il existe maintenant des altimètres numériques, mais restons donc dans ce domaine simple. Nous y distinguons une échelle ici en bleu qui est fixe, qui est l'échelle des altitudes ou hauteurs, suivant le calage, comme nous allons voir. C'est sur cette échelle que va s'effectuer la lecture. La grande aiguille, ici, va nous donner les centaines de pieds, la petite les milliers, et la plus petite encore, les dizaines de milliers de pieds. Très bien. Et nous avons dans cette petite fenêtre une vue sur une échelle en fait qui est mobile. Nous avons dit qu'il fallait rendre une échelle mobile par rapport à l'autre. C'est cette échelle de pression, qui est en hectopascal, qui est rendue mobile par rapport à l'autre. Alors mobile de quelle façon? Comment fait-on ce calage, ce déplacement d'échelle? Au moyen de ce bouton, qu'on appelle le bouton de calage. Et comme vous allez le voir sur la petite vidéo ici, si je tourne le bouton de calage dans le sens des aiguilles de la montre, vous voyez que la pression soit diminue, soit augmente suivant le sens de rotation et que les aiguilles se déplacent. C'est le but recherché. Nous avons bien effectué un décalage d'une échelle par rapport à une autre. Alors maintenant, de quelle quantité ce décalage doit-il être fait? C'est ce que nous allons voir par la suite. C'est fonction justement de la situation du jour et de la nature du vol que nous allons effectuer. Bien, alors voyons maintenant la première situation qui peut se présenter, liée à ce qu'on appelle au calage au QFE, au Fox Echo. De quoi s'agit-il? Eh bien, un pilote est aligné en bout de piste, prêt à décoller, prêt à la course au décollage, et ce qu'il souhaite, c'est avoir une indication à tout moment sur son altimètre de sa hauteur par rapport à la piste de l'aérodrome dont il s'est envolé. Très bien. Situation courante en instruction, par exemple, pour des tours de piste. Bon, ceci dit, de moins en moins utilisé de nos jours. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va utiliser donc le bouton de calage pour amener nos aiguilles sur le zéro. De cette façon, dans la fenêtre de calage va s'afficher la pression correspondante. En fait, ici, dans cette fenêtre, nous allons lire la pression qui règne sur la piste de l'aérodrome. Alors en l'occurrence ici, il se trouve que c'est 1013, mais ça pourrait être toute autre valeur. Hein. Le fait que ce soit 1013 est simplement dû au hasard de cette photographie. Hein. Voilà. Donc, vol au-dessus ou à proximité d'un aérodrome, à tout moment, si j'ai calé mon altimètre de cette façon-là, à tout moment, mon altimètre me donnera ma hauteur par rapport aux pistes. Calage QFE. Bon, il se trouve, comme je vous l'ai dit, qu'on utilise de moins en moins ce type de calage, car l'expérience a montré qu'il y avait des fois des confusions avec celui que nous allons voir maintenant, qui s'appelle le QNH. Bon, restons un instant encore sur ce calage au QFE, examinons ce petit schéma qui illustre ce que nous venons de dire. Donc l'avion posé au seuil de piste, donc à régler son altimètre, la caler au QFE, donc son altimètre indique 0 pied. Il décolle, il s'élève, et ici à droite se trouve à une hauteur par rapport aux pistes de 760 pieds. Alors vous voyez tout de suite que s'il doit franchir un obstacle, comme la montagne au-dessus de laquelle il vole ici sur ce schéma, eh bien il sera un petit peu embarrassé parce que la carte aéronautique ne lui donnera pas la hauteur de la montagne par rapport à la piste. Ou alors il faudra qu'il fasse un petit calcul, il faudra qu'il connaisse l'altitude de cet aérodrome et qu'il fasse donc ici une petite opération pour être en sécurité sur le franchissement de cet obstacle. Alors évidemment, lorsqu'on vole en VFR, on a l'obstacle en vue, clairement. Enfin, vous voyez déjà un petit écueil qui peut se rencontrer dans l'emploi du QFE. Alors, quelle est l'alternative au calage au QFE? Eh bien, bien évidemment,
il s'agit de prendre comme référence pour la mesure des distances verticales le niveau moyen de la mer, de façon à avoir une altitude. En effet, c'est bien les altitudes qui sont indiquées très majoritairement sur les cartes aéronautiques, altitude d'une montagne, altitude du sommet d'un pylône, altitude à laquelle je dois me conformer si le contrôle aérien me l'impose ou me le recommande. Altitude du plancher, du plafond de certains espaces aériens. Très bien. Il faut donc changer de référence. Et bien pour cela, ce qu'on a imaginé est très simple. On va afficher dans la petite fenêtre de pression, on va afficher la pression qui règne au niveau de l'aéroport, de l'aérodrome. Donc cette pression, elle est mesurée par les services météo ou les stations météo locales. Elle est communiquée aux pilotes par le service de l'ATIS, vous en avez sans doute entendu parler dans une autre émission, pour les aérodromes les plus fréquentés. Bon. Ensuite, bien, il y a un petit calcul qui est fait par la station météo pour ajuster tout ça, de façon à ce que ça, si vous voulez, ça corresponde bien à l'atmosphère standard, parce que n'oublions pas que notre altimètre est basé sur le principe de l'atmosphère standard pour ces graduations. Bien. Et donc, quand on a fait ce réglage ici, donc vous voyez que on a affiché 1003 hectopascales, bien c'est le QNH qui a été communiqué donc par le service de l'ATIS ou les services météo. Et bien les aiguilles ont tourné et me donnent une altitude par rapport à cette référence. Alors vous voyez qu'ici elle est plutôt faible, hein, on lit à environ 30 pieds, donc on peut imaginer que dans cette situation, on était sans doute sur un aérodrome littoral, hein, proche de la mer. Bonjour, information. Echo recorded at 0810 Zulu, ILS Zulu 30 right, runway news 30 right, 30 left, trench level 60, wind 010 degrees, 7 knots, ceiling and visibility, okay. Temperature 16, dew point 3, QNH 1023. Informe au Polyat Fast Contact, Nature West Echo Information. Poly, bonjour, information Echo enregistrée à 8h10 Zulu, ILS Zulu 30 droite, piste interdite 30 droite, 30 gauche, niveau de transition 60, le vent 10 degrés. Alors, illustrons par un petit schéma ce que nous venons de dire. Le calage est effectué donc avant le décollage, par exemple, hein, et donc l'information de QNH m'a été communiquée, donc j'ai réglé, calé mon altimètre. Et tant que l'avion n'a pas quitté la piste, eh bien l'indication de l'altimètre, en fait, c'est l'indication de l'altitude de l'aérodrome, en l'occurrence ici sur ce schéma à 350 pieds. Je fais décoller mon aéronef. À tout moment maintenant, mon altimètre va me donner mon altitude. Et donc, vous voyez que je suis maintenant en sécurité pour le franchissement, par exemple, de cette montagne. Sachez qu'il faut passer à 500 pieds au-dessus. Eh bien, je connais l'altitude de cette montagne. Je suis allé là, de ce sommet, je suis allé la voir sur ma carte. Et donc, il n'y a pas de confusion possible. Hein. Je peux très rapidement savoir si je suis bien à 500 pieds au-dessus. Hein. Voilà. Donc, retenons, calage au QNH. Hein. J'affiche et je cale donc mon altimètre avec la pression qui m'a été donnée, la pression QNH comme on dit, qui m'a été donnée hein, par les services d'information. Et tant que je reste à proximité de cet aérodrome, eh bien j'ai une estimation assez fiable de l'altitude de mon aéronef. Mais attention, si je m'en éloigne beaucoup, eh bien, je peux m'attendre à ce que je traverse une région dans laquelle la pression aura changé. La pression n'est pas constante partout sur Terre à tout moment. Comme nous savons, il y a des variations dues, des variations lentes certes, mais des variations dues à la météo locale. Hein. Voilà. Donc c'est une autre problématique que nous allons aborder. Alors, comment contourner cette difficulté que nous venons d'évoquer ? En effet, un pilote sur un trajet assez long ne va pas passer son temps à changer la référence de calage de son altimètre
pour avoir une estimation fiable de son altitude. Ce n'est pas souhaitable. Par ailleurs, si ce calage n'est pas le calque des variations de pression rencontrées au cours du voyage, eh bien, je risque d'avoir donc une information erronée sur mon altitude. Ce qui peut entraîner aussi une collision avec un autre avion qui croirait lui aussi être à une certaine altitude, mais qui ne serait pas effectivement celle à laquelle il vole réellement. Et donc, on imagine que tout cela doit être résolu d'une façon commune à tous. Eh bien, la solution est simple. Il suffit que la référence de pression de l'altimètre soit la même pour tous les avions dans une zone étendue donnée. Eh bien, c'est ce qui a été choisi et ce qui a conduit donc à une réglementation qu'on appelle le calage en niveau de volt, flight level, ou calage standard. Alors, quelle est la référence commune lorsqu'on passe dans ce type de calage? Eh bien, c'est la référence, c'est la pression standard, 1013,25 hectopascal. C'est-à-dire que dans ce calage, mon altimètre va m'afficher l'altitude qu'il aurait s'il volait en atmosphère standard. En fait, il va me donner la hauteur de mon aéronef par rapport à l'isobar 1013 hectopascal. Très bien. Alors nous verrons les conséquences que ça a ensuite sur justement la gestion des niveaux de vol. Alors ici, pour changer, la photo représente donc un display de Boeing 707 d'avions de ligne, de Boeing 777 en l'occurrence, et donc le pilote, donc à un moment donné, nous allons en parler, donc va passer en calage standard. Hein, vous voyez donc il appuie sur le petit bouton que vous voyez ici donc à la droite du display. L'affichage STD lui indique qu'effectivement il est bien passé en calage standard, et on lit numériquement ici donc une altitude de pression, hein, c'est-à-dire une altitude par rapport donc à l'isobar 1013, une pression donc et une altitude correspondant donc à 965 pieds, mais en fait encore une fois ce n'est pas l'altitude réelle de l'avion, hein, c'est sa hauteur par rapport à l'isobar 1013 hectopascal. Alors ici une illustration de ce qu'on vient de dire, hein. Vous voyez qu'ici on revient un peu sur cette correspondance d'échelle, hein. Dans le calage donc standard au 1013, l'altimètre va afficher l'altitude donc il aurait s'il volait en atmosphère standard, hein, c'est-à-dire qu'on a mis en correspondance, hein, le 0 de l'échelle des altitudes avec la valeur 1013 de l'échelle des pressions. Voilà. Et donc dans cet exemple affiché, l'avion volerait à 5850 pieds au-dessus de l'isobar 1013 hectopascal. Alors le schéma que vous voyez à l'écran maintenant va vous aider à mieux comprendre en quoi cette solution de référence commune assure la sécurité des aéronefs sur des trajets de longue distance et à haute altitude. En effet, une fois qu'un pilote est calé sur un certain niveau de vol, bon, prenons par exemple le cas de l'avion numéro 1, le contrôle lui a assigné le niveau 0,60. Alors, à savoir que les 3 premiers chiffres doivent être complétés par 2 zéros. En fait, un niveau de vol est compté en centaines de pieds, hein, donc 0,60 correspond à 6000 pieds. Donc notre avion qui reste à cette altitude de pression, c'est-à-dire qui va s'astreindre à ce que son altimètre lui indique toujours la même valeur, hein, donc en l'occurrence ici 6000. Hein. Eh bien, il va suivre l'isobar correspondante à cette pression. Hein. Donc cette ligne ici, cette ligne courbe que vous voyez, donc très bien, bon, qui est volontairement exagérée, hein, mais les isobars effectivement ne sont pas forcément des parallèles au sol. Hein. Eh bien très bien, aucun risque d'entrer en collision avec l'avion qui est à un niveau supérieur, hein, le flight level 90, qui lui est à 9000 pieds donc en altitude pression. En effet, ces deux isobars ne peuvent pas se recouper.
Alors évidemment, sur le schéma, on peut penser qu'il y a un risque de collision entre ces deux avions, mais non. Parce que l'avion numéro 3 va continuer sa route sur cette isobarre, tandis que celui-ci la continuera sur celle-là. Ces deux isobarres sont différentes. Très bien. Et l'espace entre les deux, ici nous avons donc un espace de 30, c'est-à-dire de 3000 pieds, est important. Alors dans la réalité, on peut espacer un petit peu moins, si vous voulez, les niveaux de vol. Mais le principe reste le même. Alors en revanche, si par malheur, si on prenait le cas de l'avion numéro 2, qui lui serait sur le même niveau de vol que l'avion numéro 1, bien, il y a un risque de collision. Donc effectivement, il faut que l'un des deux change de niveau de vol. Alors on comprend bien qu'un avion ne peut pas voler constamment avec un altimètre calé sur le niveau de vol, le calage standard. Bien entendu, lorsque l'avion est en approche, lorsqu'il s'apprête donc à atterrir, il est important qu'il retrouve une information d'altitude, connaissant donc bien sûr l'altitude de l'aéroport, qui va lui donner donc sa situation par rapport aux pistes. Très bien. Et donc à un moment donné, l'avion va quitter le calage standard et va passer en calage au QNH. Ici, donc, à ce qu'on appelle l'altitude de transition, qui est représentée par la ligne pointillée verte. Très bien. Et donc, il va amorcer sa descente, et donc, son altimètre va lui donner son altitude, ici, donc par rapport au niveau de la mer, mais comme il connaît l'altitude de l'aérodrome, la référence est fiable et sûre. Au décollage, c'est l'inverse. L'avion va partir avec un calage au QNH, son altimètre, et à une certaine altitude qu'on appelle l'altitude de transition, eh bien, il va passer donc en calage standard. Alors, ceci concerne plutôt, si vous voulez, les avions de ligne qui vont voler à des altitudes assez importantes, en aviation de tourisme, en aviation légère. Donc ces procédures sont moins fréquentes, les avions volant moins haut et donc parcourant des distances plus courtes. Mais ce sont des problématiques qui peuvent se poser aussi, bien sûr, pour le pilote privé, pour un petit avion, un avion léger. Il faut les connaître. Alors quelques points précis donc maintenant à retenir pour ce Need to Know de cette courte émission. Bien entendu, les trois calages possibles, le QFE, donc l'altimètre d'un avion réglé au QFE donc, va afficher la hauteur de l'avion par rapport à l'aérodrome, et lorsqu'il est au sol, son altimètre va afficher une hauteur égale à 0. Le QNH, dans lequel l'altimètre d'un avion doit être réglé de façon à ce que la valeur de calage corresponde à la pression au niveau des pistes, et donc son altimètre va lui donner à tout moment son altitude. Et enfin, le troisième mode de calage, qui est le calage standard que nous venons de voir, donc altimètre réglé en niveau de vol, donc on va afficher une référence donc de 1013 qui est commune à tous les avions volant dans ce mode de calage. Alors oui, un petit point donc que j'ai sauté ici, ces informations de valeur du QNH, pour y revenir, sont délivrées par les services météorologiques. Ils sont transmis par les services de l'ATIS, et on les trouve aussi dans les messages METAR, dont vous avez sans doute entendu parler dans une émission précédente. Alors maintenant, quelques questions d'examen, il n'y en aura que 3 en fait, ce sont des questions qui ne sont pas très fréquentes sur ces sujets, mais il faut quand même les connaître. Voici donc une question qui a été posée à l'examen, dans lequel on fournissait un extrait de carte VAC, carte d'approche d'aérodrome, aérodrome d'Amiens. Et sur le document en question, donc, on disait que la carte VAC indique 2 valeurs pour le tour de piste situé au nord de l'aérodrome, 1200 pieds, et 1000 pieds entre parenthèses. Alors, il fallait sélectionner la bonne réponse. Est-ce que c'était 1200 pieds et 1000 pieds pour le même calage au QNH, 1200 pieds et 1000 pieds pour le même calage au QFE,
1200 pieds pour un calage QFE et 1000 pieds pour un calage QNH, ou bien l'inverse, 1200 pieds pour un calage QNH et 1000 pieds pour un calage QFE. Oui, alors il faut évidemment avoir une petite idée de ce que signifie un tour de piste. On sait bien que c'est toute une procédure qui est apprise en instruction notamment, mais qui permet aussi l'intégration des avions arrivant dans un aérodrome. Et donc il y a des hauteurs et des altitudes donc à respecter. Eh bien, clairement, la bonne réponse était la dernière. En effet, comme nous l'avons vu à l'occasion des exemples dans cette émission, hauteur du pylône 100 pieds, inscrit entre parenthèses. Altitude du sommet de ce pylône, 300 pieds au-dessus. Idem donc sur la carte aéronautique, vous voyez en dessous, avec cet édifice ou cette antenne, enfin peu importe, donc qui culmine à une altitude de 2925 pieds, mais qui a une hauteur par rapport à sa base de 343 pieds. Il en est de même donc sur cette carte, c'était l'objet de la question, donc 1200 pour le QNH, 1000 pour le QFE. Alors évidemment, on aurait pu vous demander d'en déduire la hauteur, enfin l'altitude plus exactement de cet aérodrome. En effet, par soustraction, 1200 moins 1000, c'est le QFE, c'est-à-dire que 200. Vous savez donc que l'altitude de votre aérodrome est de 200 pieds, et d'ailleurs vous en avez la confirmation dans le cartouche supérieur de la carte VAC. Vous voyez Alt AD, il s'agit de l'altitude de l'aérodrome, 208 pieds, voilà. Ce qui correspond donc à une variation de 8 hectopascales. Deuxième question, c'est une question de connaissance simple. Quelle est la référence altimétrique d'un niveau de vol, FL, Flight Level? S'agit-il, réponse A, de la pression GPS, réponse B, de la pression au niveau de la mer, réponse C, de la pression au niveau du sol, réponse D, de la pression 1013 hectopascales. Alors c'est une question de connaissance pure, et c'est effectivement la référence dans le calage altimétrique en niveau de vol, c'est l'isobar 1013 hectopascales. Pour terminer cette émission, une dernière et troisième question. Le passage de l'altitude de transition en montée implique le changement du calage altimétrique. Réponse A, de passer du QNH à 1013,25 hectopascales. Réponse B, de passer de 1013,25 au QNH. De passer du QFE au QNH, ou bien, réponse D, de passer du QFE au QFU. Question de connaissance pure aussi, nous l'avons vu. L'altitude de transition, c'est le moment où le pilote va quitter donc le calage au QNH pour passer en calage standard à 1013,25 hectopascales. Petit rappel du schéma que nous avons vu dans cette émission.